J'ai passé le concours de la magistrature et je fais partie de la promotion 1992. J'ai exercé pendant 9 ans des fonctions de juge d'instruction entre 1994 et 2003. Et à l'époque où j'étais au siège, j'ai également présidé des correctionnels. J'ai été aussi pendant 4 ans magistrat permanent à la chambre commerciale d'une juridiction dans le nord de la France. Et puis en 2003, je suis passé au parquet, d'abord comme vice-procureur en Bretagne, puis comme procureur de la République pendant 7 années en Charente-Maritime. Et je suis au parquet général depuis 2017 et dans les fonctions d'avocat général depuis 2018. Un avocat général, c'est à la fois un grade et une fonction. Au niveau du grade, c'est l'adjoint du procureur général. Au niveau de la fonction, c'est un magistrat du parquet général qui porte ce titre lorsqu'il requiert devant la cour d'assises, mais aussi c'est une hiérarchie intermédiaire du parquet général et donc quelqu'un qui va être amené à gérer une équipe dans un domaine particulier. Moi, plus particulièrement, c'est l'économique et le financier. Alors, ce qui m'a motivé pour passer au parquet, c'est d'abord le travail d'équipe. C'est-à-dire que lorsqu'on est juge d'instruction, et c'était mon ambition première lorsque j'ai passé le concours de la magistrature, à vrai dire, je souhaitais être que juge d'instruction et ne faire que ça. Sauf que d'abord, l'instruction a perdu de son intérêt, en ce sens que de plus en plus d'affaires sont gérées par les parquets. Et du coup, à l'instruction, on a effectivement les plus beaux dossiers qui sont notamment ceux des affaires criminelles, mais aussi des dossiers qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et dont on est parfois saisi par les parties. Et puis, je crois que pour bien exercer ce métier, il faut à la fois beaucoup d'indépendance d'esprit, mais il ne faut pas de la solitude. Il faut pouvoir échanger. Et ce que moi j'ai trouvé au parquet, c'est ce travail d'équipe qui est un travail où finalement on nourrit collectivement une réflexion, même si on emporte seul la responsabilité de la décision qu'on prend. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a conduit à choisir le parquet. La deuxième chose, c'est que c'est une fonction qui est très dynamique avec énormément de partenaires, énormément de relations institutionnelles et le sentiment, en tout cas lorsqu'on débute, qu'on peut faire avancer les choses plus vite que lorsqu'on est magistrat du siège. Quand j'ai commencé comme juge d'instruction, j'estimais même que c'était la seule place. Et que, alors pour le coup, c'était très loin de moi l'idée d'exercer d'autres fonctions au siège et encore moins d'en exercer au parquet. Un beau dossier, en fait, c'est un dossier où d'abord les faits sont un peu extraordinaires. Et c'est vrai que les dossiers criminels, pas uniquement par la nature des faits, même s'il y a des crimes qui sont très atypiques et donc qui suscitent l'intérêt, mais aussi parce que dans un dossier criminel, vous allez au plus profond des individus. Vous découvrez des réalités que généralement vous ne voyez pas dans la vie normale. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant. Et puis, il y a la logique de l'enquête. Je veux dire que l'investigation, c'est vrai que ça crée une certaine adrénaline. Enfin, l'idée de chercher pour trouver quelque chose et d'y parvenir enfin, que ce soit d'identifier un coupable ou de mettre un terme à un réseau
criminels, c'est quelque chose qui effectivement est enthousiasmant. Voilà. Après, je crois qu'il faut aussi garder en perspective le fait que c'est pas le reflet, c'est pas l'unique reflet de la vie. C'est-à-dire que il faut pas non plus tomber dans une logique où on ne vit que à travers ces dossiers. Voilà. Surtout que, et ça c'est aussi quelque chose dont on n'a pas nécessairement conscience dans le public et dans le grand public, mais quand je parlais tout à l'heure de la solitude du juge, en fait la plupart des magistrats sont confrontés, et notamment les magistrats pénalistes, mais pas uniquement, c'est vrai aussi pour les juges des enfants, c'est vrai pour les juges des tutelles, à une vision de la société qui est une vision dure, rude, et contrairement aux autres professionnels qui interviennent dans ces domaines-là, il n'y a aucun soutien psychologique de prévu pour les magistrats. C'est-à-dire que un policier qui intervient sur une scène de crime, il a une psychologue de service, et donc il a quelqu'un auprès duquel il peut s'épancher. Un magistrat qui intervient dans une scène de crime, qui assiste à une autopsie, qui voit des enfants massacrés, qui porte lourdement et effectivement uniquement un dossier, il est, lorsqu'il a refermé son dossier, face à lui-même. Voilà. Et c'est aussi peut-être cet avantage qu'on peut avoir lorsqu'on est au parquet, de pouvoir échanger avec des collègues qui ont vécu la même chose. Alors ça n'a pas nécessairement un effet thérapeutique aussi performant que le fait d'être aidé par un professionnel, mais c'est quelque chose, je crois, qu'on sous-estime beaucoup dans la justice. Alors moi, j'ai des attributions très diverses au parquet général de Rouen. Je vous l'indiquais, donc je suis chargé de l'économique et le financier. Ça veut dire que à la fois j'ai un regard sur l'ensemble des procédures menées par les parquets de première instance en matière économique et financière, et notamment celles qui sont les plus importantes, soit en termes d'enjeux pénaux, soit en termes aussi d'enjeux économiques. J'assure le parquet commercial, c'est-à-dire que c'est moi qui prends des réquisitions auprès de la chambre commerciale, et donc à ce titre, j'exerce des fonctions de contrôle des parquets de première instance, mais aussi des tribunaux de commerce. Je suis à ce titre ce qu'on appelle magistrat inspecteur régional, c'est-à-dire que j'exerce aussi une fonction de contrôle sur tous les administrateurs et les mandataires judiciaires. Donc ça, c'est, j'allais dire, la première partie de mon portefeuille. Je suis par ailleurs chargé du service criminel, c'est-à-dire que je supervise le fonctionnement des cours d'assises de Seine-Maritime et de l'Eure, donc à la fois dans ce qui est des relations avec le greffe, mais aussi de l'audiencement des affaires criminelles, du suivi des affaires criminelles, du jugement des affaires criminelles et des pourvois en matière criminelle. Et puis j'ai aussi des fonctions plus spécifiques en matière de droit environnemental, d'urbanisme. J'exerce aussi des fonctions qui n'ont rien à voir avec le parquet général, mais qui sont des fonctions qui sont dévolues à un magistrat sur la cour d'appel, qui sont les fonctions de magistrat délégué à l'équipement, c'est-à-dire que je suis responsable de l'ensemble de l'immobilier judiciaire pour la cour, et donc à ce titre, aidé par un technicien immobilier, je supervise en fait les travaux, ou en tout cas les constructions de cités judiciaires, d'ensembles judiciaires. Il y a une équipe qui est constituée et de magistrats, et de fonctionnaires, et j'allais dire non pas de vacataires, mais en tout cas de gens qui interviennent de manière plus temporaire. Donc à Rouen, il y a
autour du procureur général, autrefois 2 avocats généraux, maintenant 3. Une équipe également de substituts généraux qui sont au nombre de 4. Et puis, cette équipe de magistrats est assistée à la fois de juristes assistants, c'est-à-dire d'étudiants généralement au 3e cycle, qui, à un moment de leur carrière, alors soit parce que parallèlement ils poursuivent un doctorat, soit parce qu'ils souhaitent opter pour une profession judiciaire mais ils ne l'ont pas encore fait, sont embauchés pour être un peu des assistants des magistrats dans la préparation des dossiers et dans les recherches juridiques complexes. Et puis on a donc à Rouen, on a 2 juristes assistants et on a également des assistants de justice qui eux sont généralement des étudiants qui préparent le concours de la magistrature et qui interviennent sur une durée plus limitée d'une 20aine d'heures par mois, et qui, eux, préparent des procédures plus simples. Pour les dossiers économiques et financiers, je les prépare comme n'importe quel magistrat du parquet, en tout cas je l'espère, c'est-à-dire que je lis toute la procédure et après je sélectionne les pièces qui me semblent les plus importantes. Et je fais un certain nombre de recherches juridiques sur les points les plus complexes, puisque généralement quand les dossiers arrivent à la Cour, il y a 2 enjeux, soit celui de la peine, ce qui arrive assez souvent dans les dossiers de droit commun, moins souvent dans les dossiers économiques et financiers, puisque très souvent dans les dossiers économiques et financiers, il y a toute une discussion sur la responsabilité pénale et sur la constitution des infractions. Voilà, donc cet aspect technique-là, ça demande évidemment une préparation qui est différente du dossier classique où finalement on va discuter simplement la peine et de manière beaucoup plus épisodique ou beaucoup plus résiduelle la culpabilité. En tant qu'avocat général, j'interviens de la même manière que n'importe quel magistrat du parquet, c'est-à-dire que j'interviens à l'audience. La seule spécificité, c'est qu'effectivement, comme j'ai un service économique et financier, je me réserve ou on me réserve les audiences économiques et financières, alors que lorsque vous êtes un magistrat non spécialisé au parquet, vous êtes amené à intervenir sur des contentieux très divers. Ceci dit, comme je crois que les réquisitions, c'est un exercice qu'il ne faut pas faire de manière épisodique, j'interviens aussi dans des audiences plus classiques. D'abord parce que le champ du droit est important, et puis parce que une spécialisation, ça n'empêche pas de s'intéresser à tout. Alors, un réquisitoire, c'est un exercice en plusieurs parties. La première partie, c'est un exercice dans lequel vous exposez les faits en essayant de mettre en exergue les éléments qui, dans ces faits, vont caractériser une infraction. La deuxième partie, c'est un travail qui consiste à faire une démonstration de culpabilité. C'est-à-dire que votre rôle, c'est pas simplement de mettre en exergue des faits, c'est de démontrer que ces faits constituent une infraction et que cette infraction, elle peut être imputée à une personne. Et donc le travail que vous faites lorsque vous êtes un magistrat du parquet en première instance, c'est d'abord un travail écrit au terme de l'instruction judiciaire
qui consiste effectivement à démontrer que vous avez des charges suffisantes pour justifier un renvoi. À l'audience, la démonstration à laquelle vous êtes amené, à laquelle vous êtes astreint, c'est d'établir que ces charges suffisantes, elles deviennent une démonstration de culpabilité, et donc il y a une autre part des réquisitions qui n'existe pas dans le travail écrit que vous avez fait, c'est après la démonstration de la peine, ou plutôt le choix de la peine, et la manière, et au terme de vos réquisitions, vous devez expliquer pourquoi la peine que vous proposez est une peine adaptée à la personnalité du prévenu, et une peine pertinente aussi pour la société. Et donc moi, ce qui me semble être le travail particulier du ministère public à l'audience, et notamment à l'audience d'appel, c'est de mettre en perspective cette peine que je requiers avec l'ordre public que je suis censé assurer, et la société que je suis censé représenter. Ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que toujours se souvenir que le magistrat du ministère public est l'avocat de la société, et je suis très attaché, non pas au titre d'avocat général, mais à cette notion d'avocat de la société. D'abord parce que je crois que ça permet aussi de se souvenir qu'on peut requérir une relaxe ou un acquittement. C'est-à-dire que on n'est pas là pour soutenir l'accusation, on est là pour faire une démonstration juridique, faire une démonstration de culpabilité, et, le cas échéant, dire que, au regard des principes qui gouvernent la justice en France, on est amené à ne pas faire, ou à ne pas requérir de peine. Voilà, ça je crois que c'est très important. Et mettre tout cela en perspective, c'est aussi important devant les juridictions professionnelles que lorsque on requiert devant la cour d'assises, devant des jurés populaires. Moi, je crois que la justice, c'est certainement pas un lieu figé. Donc, ça veut dire que tout ce que l'on peut présenter de manière statique, ça n'a pas de sens. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement l'audience. Je crois que, quelle que soit l'audience, qu'elle se tienne dans un cabinet entre deux personnes, le juge et le justiciable, ou dans une salle d'assises avec une centaine de personnes, l'audience, c'est le moment de la justice. Encore plus d'ailleurs que le moment de la décision. C'est le cœur de la justice, et c'est peut-être pour ça que c'est très difficile à faire passer, parce que dès que vous prenez quelqu'un, que vous l'amenez avec vous et qu'il vous suit, tout de suite il est enthousiasmé. Si vous lui montrez des décisions de justice, si vous lui présentez les choses de manière totalement théorique, finalement ça n'a pas plus d'intérêt que d'être architecte ou boulanger. Même si être architecte ou boulanger, ça a beaucoup d'intérêt pour plein de gens, y compris pour moi. Mais voilà, je crois que en fait, c'est cette part d'humanité qu'on a beaucoup de mal à faire passer, parce que c'est très difficile à exprimer, et ça se vit pratiquement sans rien dire lorsqu'on assiste à une audience. La première difficulté, c'est de combattre l'idée que c'est un métier. Je veux dire qu'il ne faut absolument pas faire les choses par habitude. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est parce que c'est un métier excessivement difficile, et que parfois, ça vous interroge beaucoup plus que la simple apparence du dossier. Il faut ne pas tomber dans le confort des certitudes.
Ça, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment le plus difficile. C'est-à-dire toujours se remettre en question avec suffisamment de force pour effectivement tenir son rôle, mais en acceptant que finalement cette force-là, elle puisse être fragilisée par des impressions d'audience ou par une situation qu'on rencontre. Après, en termes de difficultés, qui est, j'allais dire, de difficultés exogènes, je crois que plus j'avance dans ce métier, plus j'ai le sentiment qu'en dépit des efforts qui sont faits par, je crois, une grande partie du corps, l'institution judiciaire n'est pas du tout comprise. Elle n'est pas comprise dans son fonctionnement, y compris d'ailleurs par les politiques qui votent les lois. Elle n'est pas comprise dans sa finalité. Et pour compliquer les choses, la loi ne cesse d'évoluer. Mais elle n'évolue pas dans un sens où finalement on va vers une plus grande compréhension du fonctionnement institutionnel. Elle évolue dans un sens où finalement, pour certains aspects, les magistrats eux-mêmes qui sont chargés de l'appliquer ne la comprennent plus. Voilà. Et donc, autant je continue à dire que la justice est une formidable aventure humaine et que c'est un honneur et vraiment un privilège de pouvoir l'exercer, autant j'avoue que par moments je suis assez dépité des circonstances dans lesquelles, ou des conditions dans lesquelles on est amené à l'exercer. Il y a une très jolie formule de Durkheim qui dit que la loi, c'est l'expression des états forts de la conscience collective. Voilà. Je crois que la justice, c'est quelque chose qui nous dépasse, tous. Et quelque part, c'est une sorte d'idéal à atteindre. À partir du moment où vous avez une très haute ambition pour les fonctions que vous exercez, vous savez déjà que vous ne serez jamais à la hauteur de cette ambition, mais si vous gardez à l'idée à la fois que sur le plan institutionnel et démocratique, la justice c'est quelque chose d'essentiel, et qu'au plan privé, personnel, individuel, pour tous les gens que ça concerne, que ce soit d'ailleurs les prévenus, les plaignants ou la société, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences très fortes et parfois dramatiques sur la vie des uns et des autres. Vous pouvez continuer à vous dire que cette utilité sociale, c'est aussi un enjeu qui vous dépasse et qui vous étaye. Et donc c'est l'idée de justice qui vous étaye. Après, c'est pas parce que vous vous tenez droit qu'il faut nécessairement marcher la tête haute sans voir ce qu'il y a autour de vous. Et donc c'est le délicat exercice auquel tous les magistrats sont soumis, de regarder plus grand ou plus loin qu'eux, tout en regardant tout près d'eux pour voir effectivement la réalité des dossiers, parce que si la justice c'est un absolu, c'est pas un absolutisme. C'est-à-dire que ça concerne des gens et que c'est sur chaque dossier qu'il faut vous poser des questions très, très spécifiques ou très particulières. Donc ça ne me semble pas être un paradoxe. Alors, la particularité de la Cour d'appel de Rouen, c'est sans doute... Alors, il y a deux vraies particularités de la Cour d'appel de Rouen. C'est le port du Havre, qui est un des points d'entrée majeurs des stupéfiants et notamment de la cocaïne sur l'Europe. Et donc une criminalité qu'on n'imagine pas tant qu'on n'a pas exercé ici, avec effectivement
un réseau qu'on pourrait qualifier pratiquement de mafieux, ou en tout cas des structures criminelles très établies, avec des enlèvements, beaucoup de violence et effectivement des intérêts financiers qui sont très, très importants et qui d'ailleurs conduisent à ce que il y ait une équipe de travail commune entre la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, celle de Lille dont on dépend, et donc les parquets du Havre et le parquet général de Rouen, le parquet général de Paris, le parquet général de Douai, autour de cette thématique-là. Donc ça c'est une phase criminelle que moi j'ignorais avant d'arriver ici et qui est quand même quelque chose qui est très marquant. L'autre particularité, c'est que par rapport à d'autres cours d'appel, et notamment celle du centre de la France où j'étais amené à travailler avant, on a quand même beaucoup de dossiers d'importance, que ce soit en matière économique et financière, en matière environnementale, et pas uniquement depuis l'accident industriel de Lubrizol. Donc en fait des dossiers qui sont à fort enjeu, mais des dossiers qui arrivent quand même qui arrivent en nombre, avec, alors là c'est l'autre aspect, beaucoup de cabinets d'avocats parisiens et versaillais qui, je ne dirais pas ajoutent à la complexité, mais qui justement font l'intérêt du travail, puisque du coup la démonstration et des infractions et de la culpabilité et l'enjeu au terme des peines se fait de manière plus sportive que dans d'autres ressorts. Moi, je crois que c'est très important. Enfin, tout à l'heure, je disais que la justice, pour moi, c'était quelque chose qui dépassait un peu tous ceux qui l'exercent pour être une sorte d'absolu. Mais je crois que le fait d'exercer ici, alors dans des locaux qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas toujours aussi fonctionnels que le XXIe siècle pourrait l'espérer, et qui comme toutes les vieilles bâtisses, sont très jolies à l'œil, mais qui connaissent un certain nombre de désordres, y compris sur le plan immobilier, c'est assez important parce que ça démontre aussi que la justice, c'est une idée qui précède, qui nous précède et qui va nous survivre. Et qu'en fait, on n'est que des instants de cette longue histoire. Et donc, je crois que c'est d'ailleurs, à mon sens, la difficulté, enfin l'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait tellement de lois pour répondre soit à un événement, soit à un épiphénomène, soit à une mode, et qu'on la modifie tellement souvent, cette loi, que finalement elle a beaucoup de mal à s'inscrire dans la durée, et surtout elle a beaucoup de mal à participer à une logique qui puisse être partagée par nos concitoyens. Ici, on est dans un bâtiment où l'histoire de la justice s'est créée dans la durée. Voilà. Et donc, je crois que c'est très important de se souvenir que, au-delà, j'allais dire, des lois de circonstance, il y a une idée de la justice qui, à mon sens, reste une idée qui est partagée par tout le monde. C'est-à-dire que les interdits fondamentaux qui sont posés par la loi, ce sont des interdits fondamentaux qu'on retrouve dans toutes les sociétés, quelle que soit l'époque. Et ce que nos concitoyens attendent de nous, c'est aussi de restaurer cette idée-là de la justice. Voilà. Je crois que si la justice est mal comprise, c'est parce qu'il y a une attente
de nos concitoyens et une réponse que nous donnons au regard des lois que nous avons l'obligation d'appliquer, qui assez souvent est en décalage. Et ce qui est assez à la fois curieux et désolant, c'est que plus l'institution judiciaire s'ouvre vers l'extérieur, plus finalement on fait de la pédagogie, alors à la fois en ouvrant largement les bâtiments judiciaires, évidemment dans les journées du patrimoine, mais pas seulement, en expliquant les fonctions qu'on exerce, en expliquant, y compris dans les établissements scolaires, et c'est aussi un projet qui est porté depuis des années sur la cour d'appel de Rouen, avec les magistrats, les avocats, les professionnels de la justice qui vont dans toute une série d'établissements scolaires chaque mois de mars pour avoir des échanges avec les collégiens, les lycéens, l'accueil des étudiants. Et malgré cela, en fait, plus on est ouvert, moins on est compris. Donc, ça veut dire soit qu'on explique mal les choses, soit que finalement le système est d'une certaine façon devenu incompréhensible et qu'il y a un décalage entre la manière dont la loi invite à exercer la justice et l'attente qui est celle de la population vis-à-vis de l'institution. Moi, je crois que ce qui est beau dans ce métier, d'abord, il y a deux choses. Il y a l'idée d'être utile à la société. C'est un métier où finalement vous n'avez rien à gagner, d'abord parce que la cote de popularité des magistrats est assez basse, et alors celle des procureurs est encore plus basse. Par contre, si vous avez envie de donner un sens à votre vie, à la fois de faire un métier alors, qui, c'est celui de magistrat, va vous permettre d'exercer des fonctions qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres. C'est-à-dire que tout au long de votre carrière, vous pouvez finalement changer de métier X fois. Et avec quand même une idée centrale qui effectivement de vous placer dans une situation où on va exiger de vous énormément, où vous devrez exiger de vous encore plus, mais où finalement, de manière parfois trop rare, vous allez avoir le sentiment d'avoir été utile et d'avoir fait quelque chose de bien. Et donc, faire quelque chose de bien dans sa vie, ça me semble être une gageure assez importante. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'invite les gens à faire, parce que des métiers comme celui de la justice, où chaque jour, vous êtes sûr d'avoir une journée différente de celle de la veille, et où, in fine, vous n'aurez peut-être pas perdu votre temps, c'est quelque chose que je crois utile.